Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et on est toujours en direct sur Radio Anthropocène dans le cadre de la nuit du droit à la manufacture des tabacs. Et on se retrouve pour un entretien en compagnie d'Antoine Clerc. Bonjour Antoine Clerc. Bonjour. Alors déjà bienvenue sur Radio Anthropocène et un grand merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc vous êtes avocat au barreau de Lyon, vous exercez en droit de l'environnement. Et donc pour commencer cette discussion, je voulais vous demander pourquoi vous aviez décidé et quand, au cours de vos études, de vous orienter sur la question environnementale et quelle était sa spécificité de cette question environnementale en droit. Alors, mon choix de m'orienter vers l'environnement, dans mon cursus, c'est arrivé assez tardivement, à vrai dire, puisque du fait du parcours que j'ai choisi, qui était assez balisé, qui ne nous laissait pas une grande marge de manœuvre dans nos choix de spécialité, je me suis d'abord orienté vers le droit européen, avant de bifurquer d'une certaine façon et de passer des questions plutôt économiques, commerce international, investissements internationaux, aux questions environnementales, en refaisant notamment un Master 2 en droit du changement climatique, et puis ensuite en orientant mes expériences professionnelles dans cette direction. Et s'agissant des spécificités du droit de l'environnement, alors évidemment, vous retrouvez, notamment quand vous l'exercez en tant qu'avocat, les mêmes types d'activités que tous vos autres confrères, à savoir d'une part du conseil, vous accompagnez vos clients, qu'il s'agisse de collectivités territoriales, d'associations ou autres, dans la réalisation de leurs projets, pour s'assurer leur conformité aux normes applicables, et d'autre part le contentieux, donc ce à quoi on pense le plus souvent quand on parle du rôle de l'avocat. Et ce qui distingue véritablement le droit de l'environnement dans le cadre de ces activités, c'est son interdisciplinarité, que vous retrouvez évidemment dès le stade de vos études. Une interdisciplinarité au regard de la matière juridique en elle-même, puisque quand vous étudiez et que vous pratiquez le droit de l'environnement, vous êtes nécessairement polyvalent. Vous faites à la fois du droit civil, du droit pénal, du droit public, beaucoup, du droit de l'urbanisme, etc. Donc vous êtes sur des problématiques qui sont le plus souvent au carrefour de différentes disciplines juridiques et au-delà même du droit, et je pense que c'est ce qui constitue l'attrait principal du droit de l'environnement quand on a l'esprit un peu ouvert et qu'on est curieux d'autres matières, c'est que vous êtes à la confluence également d'autres disciplines, les sciences dures évidemment, parce que quand vous pratiquez le droit de l'environnement, vous manipulez sans arrêt des documents, notamment des études d'impact, des évaluations environnementales qui sont réalisées par des écologues. Donc vous devez être capable de traiter la donnée scientifique, de comprendre ces enjeux-là pour les traduire ensuite dans le cadre d'un contentieux notamment, en vous adressant cette fois-ci à un magistrat qui, lui, est juriste avant tout. Et au-delà même des sciences dures, vous êtes également à la confluence des sciences humaines, puisque vous allez nécessairement vous intéresser à l'urbanisme, à l'économie, parce qu'il y a énormément d'instruments dans l'environnement qui sont des instruments de nature économique, voire si, comme moi, vous avez une appétence pour ces questions-là, vous pouvez prendre un peu de recul en allant voir du côté des sciences humaines, la philosophie, l'anthropologie, tout ce courant de pensée à la suite de Descola qui tend à remettre un peu en question la dichotomie nature-culture et qui nous intéresse directement quand on parle de droit de la nature, notamment, toutes ces réflexions qui se développent aujourd'hui. Et vous, est-ce que l'environnement, c'est un sujet qui vous a toujours intéressé ou est-ce que c'est venu au cours de vos études et des différents professeurs que vous avez eus? Et une question subsidiaire, c'est est-ce que des études en droit actuellement en France, parce que je ne vais pas trahir de secret, mais ça fait pas très longtemps que vous êtes sorti des études, est-ce que des études en droit en France, selon vous, abordent suffisamment cette question justement environnementale? Sur mon historique personnel, moi à la base j'étais plutôt orienté sur des problématiques de droits humains, des questions sociétales, etc. Et puis c'est pas le biais de mon engagement associatif en matière environnementale que j'ai décidé que j'ai développé ces convictions-là et que j'ai décidé d'aligner ma pratique professionnelle sur ces convictions. Et j'ai eu la chance de pouvoir saisir les opportunités professionnelles pour le faire, ce qui n'est pas évident, parce que le droit de l'environnement, même si c'est une matière qui s'est normalisée, beaucoup développée, notamment dans le monde de l'avocature, ça reste peut-être plus une niche, mais en tout cas un milieu assez restreint. Et il est parfois difficile de trouver des cabinets où vous pourrez développer une pratique conforme à vos convictions. Et s'agissant plus généralement des études de droit, en France, alors pour parler que de ce que je connais, mais ça reste effectivement une matière de spécialisation, donc qui intervient nécessairement tardivement dans votre cursus. En Master 1, quand vous vous orientez dans le droit public, généralement, vous avez quand même, j'imagine, un module de droit de l'environnement et essentiellement en Master 2, c'est-à-dire votre dernière année. D'accord. Alors maintenant, vous êtes avocat, vous travaillez dans un cabinet qui s'appelle Elios Avocat, plutôt également spécialisé, tourné sur les questions d'environnement. Tout à fait.
Alors, depuis que vous exercez, quels sont le type de cas pour lesquels vous avez plaidé? Quelles sont les affaires sur lesquelles vous avez travaillé? Alors moi, mon exercice a connu 2 temps principaux parce que j'ai changé de cabinet il y a 1 an. Pour commencer par la fin, dans le cabinet Elios Avocats qu'on vient de citer, on fait du droit de l'environnement au sens traditionnel de cette notion, à savoir celui auquel on pense spontanément, notamment au vu de l'actualité, c'est-à-dire, par exemple, vous allez être saisi par des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie, des collectifs de riverains, pour mettre en cause certains projets considérés comme délétères sur le plan environnemental, voire sur d'autres plans, hein, lorsque vous avez des conséquences sur la santé, voire des conséquences économiques, etc. On peut penser notamment, au regard de l'actualité, à l'A69, un projet d'autoroute, grand classique, ou bien quand vous avez un entrepôt Amazon qui est en voie d'être construit sur une parcelle, voilà, dans votre village. Voilà. C'est ce genre de problématique qui revient assez fréquemment, des problématiques de pollution, toutes ces atteintes au milieu de vie qui vous concernent directement en tant que riverain ou en tant qu'association qui défend ces intérêts-là. Vous avez également beaucoup de collectivités territoriales qui sont susceptibles de vous saisir dans une optique d'accompagnement, notamment pour sécuriser certaines opérations, pour s'assurer que leur façon de gérer leurs déchets, leurs eaux est conforme à la norme, voire pour défricher avec vous certains terrains beaucoup plus exploratoires, comme par exemple une collectivité vient vous voir pour vous dire « Nous avons sur notre territoire des nappes phréatiques, des eaux souterraines. C'est une zone grise juridique, il y a un régime juridique très, très imprécis. Comment peut-on mettre en place une gouvernance pour les gérer dans l'intérêt du bien commun, dans une optique de solidarité territoriale, au vu du changement climatique, etc. » Et là, vous allez pouvoir réfléchir et accompagner votre cliente pour développer des solutions, le plus souvent nécessairement innovantes, puisqu'il n'y a pas de réponse préconçue. Alors, vous nous avez parlé d'un sens traditionnel de l'environnement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un sens qui n'est pas traditionnel? Oui, alors on aura peut-être l'occasion d'y revenir quand on abordera les instruments et les outils qui composent l'arsenal aujourd'hui des environnementalistes. Ce que j'entends par là, c'est que le droit de l'environnement, c'est le droit qui gère les pollutions, les atteintes au milieu de vie, etc., l'encadrement des activités industrielles qui sont susceptibles de générer ces atteintes. Et de plus en plus, depuis ces dernières années, sous l'impulsion notamment de la société civile et des ONG principalement, qui ont fait de l'outil juridique un véritable levier d'action qui est maintenant incorporé à leur stratégie. Certaines en ont même fait leur spécialité, si on pense à notre affaire à tous notamment. Et ces ONG ont impulsé, alors de concert avec certains avocats qui les accompagnent évidemment, une approche un peu plus innovante, ou bien qu'elles se saisissent d'outils traditionnels pour en faire quelque chose de nouveau et avoir un impact significatif, voire systémique grâce à ces outils, ou bien qu'elles se saisissent de nouveaux outils, puisque le droit évolue, même s'il faut être assez nuancé, mais il y a quand même des avancées qui sont positives et qui nous fournissent des nouveaux leviers d'action potentiellement assez puissants. Par exemple? Alors, si je reprends le premier axe sur les outils traditionnels, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui des pratiques commerciales trompeuses, c'est-à-dire la publicité mensongère, comme on l'entend communément. Pardon, ça me fait penser actuellement, par exemple, à Total, si je ne dis pas de bêtises, à la Coupe du Monde de rugby et ses pubs. Notamment, c'est toutes ces problématiques du greenwashing dont on parle énormément depuis quelques années. Et typiquement, dans mon ancien cabinet, on avait beaucoup travaillé là-dessus de façon assez pionnière. Et donc, on s'était saisi de cet instrument, la publicité mensongère que tout le monde connaît, parce que c'est un instrument assez classique en droit à la consommation, mais qui traditionnellement, si vous regardez la jurisprudence, quand il est utilisé, c'est pour aller contester tel produit minceur qui vous promet de perdre 400 calories par jour ou autre. Bon. Et là où se situe la démarche innovante et stratégique, c'est quand vous vous saisissez de cet outil pour l'appliquer à du greenwashing, c'est-à-dire des pratiques de publicité, de communication qui visent à verdir l'image notamment d'une entreprise, d'une multinationale comme Total Énergie notamment, qui est attaquée sur ce fondement-là. Et s'agissant des nouveaux outils, on peut penser notamment au devoir de vigilance, qui est un outil qui attend de faire ses preuves parce qu'il y a maintenant un certain nombre de procédures qui ont été lancées sur ce fondement et qui n'ont pas encore abouti. Il y a beaucoup d'obstacles procéduraux. Encore une fois, c'est tout un terrain nouveau à défricher. Et ça, pour expliquer très brièvement l'intérêt de cet outil, c'est un outil qui a été un dispositif juridique qui a été adopté ensuite de la tragédie du Rana Plaza, qui avait mis en lumière toutes les mauvaises pratiques, toutes les violations des... Pardon, est-ce qu'on peut juste rappeler rapidement ce que c'est que cette affaire du Rana Plaza pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. C'était un fait divers assez tragique, à savoir l'effondrement d'un bâtiment qui abritait
des ateliers, des usines textiles qui fournissaient en fait des grandes marques de prêt-à-porter occidentales, donc des multinationales qui délocalisent et font appel à de la main-d'œuvre dans des pays où les normes qu'on applique nous, notamment en France, ne sont absolument pas respectées. Et donc, l'objectif du devoir de vigilance, c'est de contraindre ces grandes entreprises à s'assurer que dans leur chaîne de valeur, il n'y a pas de telle violation des droits humains, mais aussi des normes environnementales. Et par ce biais-là, de plus en plus d'ONG attaquent des multinationales. Total Energy en est encore une fois un exemple, pour dénoncer ou bien un projet spécifique, si on pense au projet EACOP, notamment de pipeline de Total Energy en Afrique, ou encore plus généralement mettre en cause la responsabilité environnementale ou climatique, plus généralement dans le cadre de Total Energy, devant un juge, dans l'objectif d'établir que du fait de l'absence d'action substantielle de l'entreprise pour réduire son impact, cette dernière viole son obligation au titre de ce devoir de vigilance. Alors depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup d'ONG. Ça pose aussi la question des personnes ou des entités qui peuvent saisir la justice pour des affaires de justice environnementale. Et donc, si c'est des ONG, c'est peut-être pas anodin. C'est-à-dire que souvent, on s'attaque soit à des organisations, soit à des grands groupes internationaux qui ont un pouvoir économique et un pouvoir judiciaire très important. Et donc, est-ce qu'en tant que citoyen individuel, c'est aussi possible de saisir la justice, ou est-ce qu'on est contraint forcément par des biais de structure? Alors, effectivement, traditionnellement en droit, on a érigé des barrières à l'entrée des prétoires pour éviter ce qu'on appelle traditionnellement l'actio popularis, c'est-à-dire l'ouverture trop grande du prétoire qui ferait que n'importe qui pourrait saisir le juge pour à peu près n'importe quoi, quand bien même cette personne ne serait pas directement impactée. Et c'est pour ça qu'il y a une exigence d'intérêt à agir, c'est-à-dire que pour pouvoir saisir un juge, je passe sur les détails propres à chaque type de procédure, mais de façon générale, on exige que vous démontriez que tel acte que vous attaquez, telle pratique que vous dénoncez, vous impacte directement, et donc vous avez intérêt à la contester en justice. D'accord. Et ça pose aussi du coup la question des lobbies, donc des grands groupes internationaux. Qu'en est-il aujourd'hui? On entend parler plein d'affaires, on voit des films, on entend des interviews, on lit des livres, on voit que le poids des lobbies est assez important, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous le sentez dans votre activité au quotidien? Alors, pour avoir beaucoup travaillé avec des ONG et puis être moi-même par ailleurs investi dans le milieu associatif, évidemment, ça reste une réalité qui persiste aujourd'hui. Je pense néanmoins qu'on a assisté sur une tendance longue à une certaine forme de rééquilibrage, notamment à la faveur de l'investissement de ces acteurs, des ONG, dans l'arène judiciaire. Je pense que quand on parle de cette asymétrie de moyens, de pouvoir, il faut bien distinguer les plans politiques, où le lobbying, donc toutes ces opérations d'influence en faveur d'intérêts privés, aujourd'hui font face symétriquement aux actions de plaidoyer. On ne parle pas de lobbying dans le milieu associatif et des ONG, on parle de plaidoyer, parce que c'est des actions d'influence également, mais qui vont dans le sens de l'intérêt général, et qui sont généralement également plus transparentes, etc. Donc là, les ONG aujourd'hui ont des activités de plaidoyer qui sont bien structurées. Donc elles peuvent mener des opérations de contre-influence pour faire opposition aux intérêts industriels. Et puis, d'autre part, donc, ce qui se passe dans l'arène juridique, contentieuse. Et là, alors évidemment, ce qui se passe dans un tribunal n'est pas exempt de rapports de force, économiques notamment. Pour l'avoir vécu, quand vous êtes dans des contentieux, dans des affaires qui vous opposent à des multinationales qui ont un budget évidemment considérable par rapport à celui de vos ONG, parce qu'elles agissent maintenant aussi par coalition. Donc, il y a évidemment une différence qui est sensible, mais qui tend également à se résorber, notamment parce que du fait du développement de ce contentieux stratégique, ces ONG qui se saisissent de l'outil judiciaire pour agir, elles ont commencé à se structurer, et les pratiques maintenant assez courantes, comme le fait d'aller chercher des financements pour pouvoir, alors non pas atteindre un budget égal, mais pouvoir déjà payer votre avocat, puisque traditionnellement, dans ce genre de dossier, l'avocat exerçait en pro bono, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faisait sa BA, il ne vous demandait pas, en tant qu'ONG, de le rémunérer. Aujourd'hui, on peut financer l'avocat et donc rééquilibrer un peu le rapport de force. Et surtout, comme je vous le disais, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent de mettre en cause la responsabilité des entreprises, ce qui n'était pas le cas nécessairement avant. Et dans la même mesure, dans la même veine, si je puis dire, on pense là, par exemple, tout à l'heure, il y avait Maureen Kearney qui était à notre micro. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant de son histoire. C'était la syndicaliste, je sais pas, il y a le film qui est sorti.
Oui. d'Areva, exactement, la syndicaliste qui raconte son histoire. Il y a un autre film auquel je pense que j'ai vu il n'y a pas très longtemps qui est Goliath. Et Oui. dans toutes ces histoires-là, donc ça c'est une fiction, Brune Carnet c'est une histoire vraie, dans toutes ces histoires, il y a des faits de barbouzerie, si on veut, Oui. de pression, mais pas que de la pression par du lobbying, mais aussi de la pression par des attaques physiques. Est-ce que ça, c'est des choses qui existent toujours, qui existent dans le quotidien des défenseurs des droits de l'environnement de la part des entreprises, des multinationales qui s'y attaqueraient? Alors, moi, je ne l'ai pas vécu, ou même indirectement, personnellement, mais de fait, on sait que ça existe toujours. Si vous prenez également l'exemple des algues vertes en Bretagne, et le récit d'Inès Léraud, qui s'attaque donc à une industrie, alors peut-être pas une multinationale bien identifiée, mais tout un système industriel qui dépasse largement la Bretagne d'ailleurs, et on voit qu'elle a subi ce genre de pression. Quand vous êtes avocat, vous vous exposez également à d'autres formes de menaces, qui sont également des menaces juridiques, voire judiciaires, qui peuvent vous viser personnellement. Et c'est le cas notamment d'un confrère parisien qui, dans l'affaire qui oppose notamment une coalition d'ONG au groupe Casino, sauf erreur de ma part, il me semble que c'est dans cette procédure, s'est vu menacé d'une procédure en diffamation, puisqu'il avait relayé personnellement, notamment sur Twitter, je crois, cette action, sans doute avec un petit commentaire. Et donc là, pour le coup, bon, je vais rester mesuré. C'est peut-être pas une procédure au bâillon, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Et moi, j'aimerais bien aussi revenir avec vous sur l'arsenal juridique que vous pouvez développer. Et on imagine qu'actuellement, avec la prise de conscience écologique de la part des gouvernements, à travers le monde, des différentes institutions internationales, cet arsenal, il doit se complexifier et s'amplifier pour pouvoir lutter dans ces cas-là. Comment est-ce que vous l'interprétez? Comment est-ce que vous arrivez à analyser cette complexification de cet arsenal? Cette complexification, à vrai dire, alors évidemment... Est-ce qu'elle se complexifie déjà? Oui, alors ça nous mènerait peut-être un peu loin. De fait, à la faveur notamment de la globalisation même des pratiques juridiques, de l'activité des firmes transnationales, etc., évidemment, il y a une sorte de complexification, puisque ces acteurs-là naviguent entre plusieurs systèmes juridiques différents. Donc voilà, il y a nécessairement un effet de complexification dans cette mesure-là. Et en même temps, vous avez des instruments, comme je vous le disais plus tôt, qui de plus en plus vous permettent finalement de faire l'impasse d'une certaine façon sur ces obstacles traditionnels qui vous empêchaient d'aller chercher telle filiale de tel grand groupe dans tel pays d'Afrique, puisque le groupe vous répondait, mais en fait, c'est une personne juridiquement différente de moi, société mère, donc en fait, ma responsabilité ne peut pas être retenue pour des faits qui sont ceux d'une autre personne juridique. Aujourd'hui, finalement, ces obstacles-là tendent à être réduit, même si évidemment c'est pas encore non plus d'une grande facilité pour attaquer ces acteurs-là, mais grâce à ces instruments qui ont une portée transnationale, qui vous permettent de balayer, comme le devoir de vigilance, mais même plus généralement toutes ces obligations de reporting qui tendent à beaucoup se développer, notamment sous l'impulsion européenne, de l'Union européenne. Ces instruments-là, en fait, vous permettent d'avoir une portée d'action extrêmement large, puisque on considère que, en tant que groupe, la société mère, qui souvent a son siège social en Europe, voire en France, est responsable de tout ce qui se passe dans sa chaîne de valeur, en ce compris ses filiales, voire ses partenaires commerciaux, sous-traitants, fournisseurs, etc. Donc finalement, par ces biais-là, qui tendent à se développer, vous avez une possibilité d'action qui est décuplée par rapport à l'état du droit antérieur. Alors, pour terminer un petit peu cet entretien, moi je voulais revenir sur la condamnation de l'État pour inaction climatique. C'était il y a 2 ans, c'est bien ça? Oui, alors il y a eu plusieurs décisions, et puis à vrai dire, il y a 2 affaires en parallèle qui s'articulent, l'affaire du siècle d'une part, et l'affaire dite Grande Sainte d'autre part, mais qui tendent aux mêmes objectifs, c'est-à-dire la condamnation de l'État. Alors, dans tous les cas, l'État a été condamné, mais on n'a pas l'impression spécifiquement que la politique ait pris un fléchissement qui soit important et qui permette d'aller vers les objectifs pour lesquels l'État a été condamné. Comment est-ce qu'on fait pour condamner un État et puis surtout pour le faire agir? Alors, ça, c'est une grande question qui est de plus en plus d'actualité dans le milieu, notamment des ONG qui s'investissent sur ce terrain-là et qui sont notamment à l'origine de ces condamnations. Il y a eu une forme d'engouement pour tous ces recours climatiques qui sont dirigés soit contre des autorités publiques comme l'État français dans le cadre de ces affaires, soit contre des multinationales, on en parlait à l'instant. Et
il y a maintenant que voilà, on a de plus en plus de décisions, etc. Alors évidemment, toutes les procédures, le temps de la justice, c'est un temps très long, alors que l'action climatique devrait être dans une logique d'urgence, d'immédiateté. Donc vous avez nécessairement un décalage, même si on peut considérer que saisir le juge, c'est quand même plus un moyen d'action plus rapide que de passer par les voies électorales. Et en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que vous aviez un engouement pour cet outil juridique, puisque c'était une sorte de nouvelles solutions face à l'épuisement de tous ces leviers d'action politiques, démocratiques traditionnels. Et donc, on voyait là l'espoir de pouvoir avoir un impact plus important, plus direct, du point de vue de la société civile, pour infléchir ces politiques. Bon, loin de moi l'idée de dire que ces actions-là ont été inutiles, c'est absolument pas le cas. Elles ont apporté beaucoup d'innovations, notamment sur le plan juridique. On a pu faire reconnaître que l'État pouvait, s'est vu quand même imputer la responsabilité d'un préjudice écologique. Juridiquement, ça a quand même ouvert beaucoup de portes. Et chaque action, en fait, balise le terrain pour des actions ultérieures qui iront toujours plus loin et donc on peut l'espérer, toujours plus efficaces. Ceci dit, le constat que vous faites, à savoir qu'il n'y a pas eu d'infléchissement radical ou substantiel de la politique, il est là, il s'impose à nous. Et le risque, finalement, c'est de reconnaître que même cet outil judiciaire, qui était déjà contesté, critiqué, n'est pas suffisant. Et logiquement, en fait, ça poussera les acteurs de la société civile vers des moyens d'action qui seront, pour le coup, sans doute moins démocratiques et moins pacifiques. Et des moyens d'action plus directs, puisque même par ce biais-là, finalement, on n'arrive pas à obtenir de résultats très probants. Et je nuance quand même mon propos en disant que ces procédures sont encore en cours. C'est un peu complexe à expliquer, mais ce sont des séries de décisions, des procédures qui durent beaucoup parce qu'on obtient la condamnation de l'État, mais qui se voient allouer un délai pour mettre en œuvre certaines actions et obtenir certains résultats. Sauf qu'une fois qu'on arrive au bout de ce délai, les résultats sont discutés. Donc, c'est expertise contre expertise. Alors, on a la chance d'avoir de notre côté beaucoup de rapports qui sont d'une autorité scientifique incontestable, le Haut Conseil pour le climat notamment. Voilà, beaucoup de rapports d'ONG, d'autres institutions publiques tout à fait sérieuses. Mais voilà, c'est le temps du débat judiciaire. Notre espoir, c'est d'arriver effectivement à actionner un levier de contrainte économique en faisant imposer par le juge des pénalités financières, ce qu'on appelle une astreinte, qui, on l'espère, contraindra l'État à mettre en place des vraies mesures. Mais là encore, il ne faut pas, je pense, trop en attendre. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Une touche pas spécialement... Navré. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Antoine Clerc, d'être venu à notre micro. À bientôt sur Radio Anthropocène. La journée continue sur Radio Anthropocène.